Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h47, merci d'être avec nous. Vous avez raison de choisir le Grand Matin Sud Radio, puisque il se passe plein de choses chez nous. On débat de l'actualité, évidemment. On ratisse large, on vous laisse la parole. Parlons vrai, 0826 300 300, et continuez bien sûr de commenter sur les réseaux sociaux avec cette petite question ce matin sur le moral des Français. Est-ce que vous avez le moral en cette journée de rentrée? On parle bien sûr de pouvoir d'achat, on parle de travail, on parle de ce dont vous voulez parler. Et justement, on fait remonter les sujets de l'actu ce matin dans le petit déjeuner de l'actu avec nos éditorialistes. Alors sur cette question, soyons très précis, Cécile, sur cette question, effectivement, est-ce que vous avez le moral en cette rentrée? On en débattra tout à l'heure avec nos invités à 9h30. Vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux et puis vous nous appelez 0826 300 300. Alors évidemment, c'est la rentrée à l'école, vous êtes peut-être en voiture en train d'emmener vos enfants, ou alors peut-être que vous revenez de l'école, vous les avez déposés, ou vous avez aussi un avis sur la rentrée scolaire, et notamment sur le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Frédéric Dabi est avec nous de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Avant d'en discuter avec Thierry Guerrier et Christophe Bordet, et puis vous au 0826 300 300, vous avez fait ce sondage qui met en lumière l'action de Jean-Michel Blanquer par rapport à l'ensemble de ses prédécesseurs. Oui, tout à fait. On voit que Jean-Michel Blanquer, après 2 rentrées plutôt réussies, connaît un début de disgrâce ou plutôt des jugements plus contrastés à son égard de la part des Français. Dans cette enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, seuls 42% des Français considèrent qu'il est un bon ministre. Et par rapport à ses prédécesseurs, on voit Luc Ferry faire mieux que lui, et surtout Jack Lang. Jack Lang qui a 80 ans aujourd'hui, qui apparaît un peu comme un totem pour les Français, comme un ministre un peu emblématique de la culture, bien sûr, mais il a également marqué à l'éducation nationale, quand bien même il n'est resté que 2 ans. Oui, c'est vrai. Alors Jean-Michel Blanquer, qui sa cote de popularité recule. Alors, certains disent qu'elle s'effondre parce que c'est vrai qu'il a perdu entre 15 et 20 points en l'espace de quelques mois quand même, Frédéric Dabi. Oui, alors, dans cette question, non, c'est une question est-ce que c'est un bon ministre, mais dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, il a perdu une douzaine de points. Il a connu toute une série de crises après des débuts extrêmement réussis, l'image d'un ministre qui remettait l'école à l'endroit, qui se recentrait sur les savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes. Il a connu plusieurs crises, le mouvement au moment du baccalauréat, les actes de violence à Créteil où il y a eu le sentiment des foyers de contestation tous azimuts dans le milieu scolaire. D'ailleurs, dans cette enquête de ce matin, Patrick, il réussit des scores très inférieurs aux 42% dans les segments clés d'éducation nationale, notamment les parents d'élèves, où il est autour de 30%. Il doit maintenant de nouveau convaincre sur sa capacité à transformer l'école. Oui, bon, il y en a certains qui ont laissé des plumes quand même sur ces réformes de l'éducation, parce que vous faites le comparatif avec Jack Lang. Alors, les gens ne s'en souviennent plus, donc c'est probablement peut-être aussi la raison pour laquelle, et puis ils gardent en fait une bonne image. Alors, justement non. Jack Lang est arrivé un peu comme un pompier après les années allègres, qui avait mis, vous vous en souvenez tous, l'école à feu et à sang, le mammouth, son expression dégraisser le mammouth, et surtout des personnels enseignants absolument vent debout contre ce ministre qui a sans doute joué de maladresse. Oui, c'est vrai. Thierry Guerrier, pour compléter ce que dit à l'instant Frédéric Dabi. Mais écoutez, c'est quand même effarant. C'est-à-dire que la question, c'est quoi? C'est ce qu'il fait et les résultats à venir éventuellement. C'est le fait de réformer. Il a été élu, en tout cas désigné par ceux qui ont été élus pour ça. Ou c'est simplement de savoir si on gère bien son image. C'est ça l'enjeu. L'exercice du pouvoir, ça cabosse quand on fait quelque chose. Quand on fait rien, comme Bayrou au ministère de l'Éducation, ou très peu, oui, le résultat, c'est qu'il garde une bonne image de très loin. On l'a oublié, Bayrou. Alors que là, il réforme et il a, sur certains aspects, l'école de la confiance, avec la scolarité obligatoire à 3 ans et non plus à 6, par exemple, qui va faire revenir dans certains quartiers eh bien, qui va faire revenir les petites filles dans l'école, ce qui est un problème. Bon, ça par exemple, on va le voir dans un instant, par les parents. Pour terminer aussi avec c'est ça le sujet. Oui, c'est vrai. Pour terminer avec Frédéric Dabi qui est avec nous de l'IFOP. Frédéric, quand on regarde dans le détail aussi quand même cette enquête, on voit que finalement les gens qui lui font encore confiance, c'est le socle de droite et puis plus on va vers une droite radicale, finalement plus on fait confiance à Jean-Michel Blanquer. Mais Pardon.
Vous avez raison, on retrouve sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres sujets, on a publié hier une enquête avec le JDD sur la réforme des retraites, une sorte de sainte alliance ou de convergence de vues entre sympathisants En Marche et sympathisants républicains. Ce sont les deux familles politiques où Jean-Michel Blanquer garde un socle de confiance extrêmement fort. On sait que Jean-Michel Blanquer vient de la droite, c'est un très proche projet à gauche, qui n'était pas le cas l'année dernière ou quand Jean-Michel Blanquer est arrivé rue de Grenelle. Il lui reste cependant ce socle de confiance non négligeable au centre et à droite. Oui, il y a un aspect quand même très important, c'est qu'il y a un autre sondage d'un autre institut, Frédéric, mais qui est publié aujourd'hui par la PQR, qui montre que 2/3 des jeunes et des parents le soutiennent sur la réforme du bac. En particulier, beaucoup de jeunes sont finalement très contents d'avoir des options et de sortir des filières, des silos qui étaient la filière S et la filière L. Et ça, c'est pour l'instant plébiscité, avec une réussite, un grand succès du bac cette année. J'entends ce que vous dites, mon cher Thierry, mais ne comparez pas deux sondages où les questions n'ont absolument rien à voir. La question que pour Sud Radio, c'est est-il un bon en ministre? C'est un jugement par rapport aux autres en particulier. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Merci Frédéric Dabi d'avoir été en ligne avec nous. Christophe Bordet, votre regard sur Jean-Michel Blanquer et puis cette réforme de la rentrée et la rentrée en tant que telle. Alors, deux choses. Par rapport au sondage, tout d'abord, la question qui se pose, c'est effectivement, je ne sais pas comment vous avez travaillé, mon cher Dabi, mais c'est vrai que vu les résultats, on se dit c'est pas possible, ils ont dû interroger un maximum de profs ou d'enseignants, parce que effectivement les profs et les enseignants sont vent debout. Pas tous, mais en tout cas minoritaire. Oui, une minorité qui a fait la grève, et puis il y a ceux qui d'un côté n'ont pas fait grève, mais n'étaient pas forcément en désaccord avec ceux qui faisaient grève. C'est une réalité aussi. Donc ça, il faut pas non plus l'occulter. Qui kidnappent il faut pas l'occulter complètement. Non, mais je ne défends pas les profs. Je dis simplement moi que si, mais vous pouvez. Non. Moi si, mais moi non. Tous ceux qui font le boulot, ils sont nombreux, ils sont très bons, et c'est pour ça qu'on a une très bonne école en France. Il y a des profs qui travaillent très bien. Il ne faut pas assimiler les minoritaires à la réalité de l'école publique aujourd'hui. Et à côté, la réalité de l'école publique, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Ce sont des gens qui pensent à eux, qui pensent à leurs problèmes de profs et qui pensent pas assez aux enfants. Voilà ce que je pense. C'est une réalité. Mais souvent, arrêtez de dire non, il y a des profs comme ça, bien entendu. C'est une réalité. Christophe, oui, Thierry. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est toujours pareil. C'est un peu comme les cheminots. À un moment donné, certains bloquent et donc on dit les cheminots. Eh ben non, il y a une réalité opérationnelle quotidienne de cette armée qu'est la SNCF et qui permet de réaliser une efficacité du système ferroviaire qui est considérable. Et bien dans l'éducation, c'est pareil. On a des profs qui se démènent tous les jours avec une générosité considérable. Évidemment. Et puis il y a une petite minorité qui a ce réflexe corpo et qui en effet parasite. Et là, les profs qui ont bloqué, le bac, mais qui se fait entendre? Qui se fait entendre? Ils ne sont pas fait entendre parce que les recours juridiques sur le bac ont été tous négatifs et le bac a été un succès. Et au bout du compte, le ministre a bien fait de tenir. Et hier, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé des sanctions à l'égard des profs qui étaient sortis de la loi et du cadre et qui avaient kidnappé ces copies, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ils ont pris les enfants et les parents en otage. Et d'ailleurs, les gens l'ont vu. Et on verra que sur le moyen terme, eh bien, je crois, moi, que ça finira pour le ministre, en tout cas, par payer. Oui. Merci. On va continuer dans un instant, dans 5 minutes, avec vous, et puis vos appels au 0826 300 300, et notamment sur ce drapeau et les paroles de la Marseillaise qui sont normalement dans chaque classe. Ça fait partie aussi de cette réforme. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis il y a peut-être un autre sujet qui vous fait réagir dans l'actualité. Eh bien, c'est l'agression à Villeurbanne. On en a parlé ce matin avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan. Nous en débattrons tout à l'heure jusqu'à 9h15 avec vous, Christophe Bordet, Thierry Guerrier, et vos appels 0826 300 300. Restez avec nous, 8h56, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 5h10. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h03, merci d'être avec nous, et ce matin on vous parle de votre morale et de la rentrée aujourd'hui. Vous nous appelez à partir de 9h30 au 0826 300 300, on parle de pouvoir d'achat, de travail. On a Révilo qui nous dit: il faut positiver, se lamenter n'arrange rien, moi j'ai la pêche. Souriez, la vie est belle.
Peut-on avoir le moral? L'avenir est plus qu'incertain. Écologie, économie et politique vont mal. En tout cas, vous continuez de commenter, vous continuez bien sûr de donner votre avis sur cette question. Et ce matin, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec Thierry Guerrier, Christophe Bordet et vous qui pouvez nous appeler d'ores et déjà au 0826 300 300. Et on parle de la rentrée. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs sujets qui vous font réagir. Il y a évidemment la rentrée scolaire, il y a l'agression de Villeurbanne. On en a déjà beaucoup parlé ce matin. On va y revenir dans un instant. Peut-être quand même encore d'un mot sur la rentrée, Christophe Bordet, Thierry Guerrier et puis les auditeurs. On a beaucoup parlé de la réforme du lycée. On verra ce qu'elle va donner avec cette révision du bac. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On le verra sur le long terme. Je le disais, sont assez favorables au fait qu'ils ont des options désormais. Oui. Il y a plus de souplesse. Ils peuvent choisir les matières sur lesquelles ils veulent investir pour avoir leurs points les plus importants, les meilleurs facteurs pour eux quand ils travaillent un point, et ils sont pas enfermés en silo dans les... Comme c'était le cas jusqu'à présent voilà, avec les avec séries LES, etc. Oui, Ouais. bon, on va voir comment... Je sais pas faut si... peut-être attendre avant de juger, même si Exactement. évidemment il y a certains profs qui disent que pour certaines matières ça va être un petit peu plus compliqué. Oui, mais sur c'est cette réforme du bac et par rapport justement à ce que vous dites, le fait qu'il y ait cette souplesse qui soit mise en œuvre, la question derrière qui se pose quand même, c'est finalement, est-ce que on va pas, entre guillemets, c'est un peu une image, mais est-ce que l'on va pas donner le bac encore plus facilement demain qu'aujourd'hui? C'est ça aussi qu'on peut... parce qu'aujourd'hui, si on laisse la possibilité aux gens d'être plus forts sur des choses qu'ils ont vraiment choisies eux-mêmes, etc. Il y a un moment, il faut aussi que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Mais et voilà, les coefficients, Christophe, soyons sérieux, les coefficients dans le passage d'un examen, un concours, enfin en l'occurrence là pour le bac, ça existe, ça a toujours existé. Là, ça va permettre simplement aux candidats de choisir les options, les matières sur lesquelles il veut investir dès la seconde et la première, en vue, avec ses coefficients évidemment, en vue du passage de son bac. Et la grande nouveauté aussi, c'est que la part des notes qui viendra de l'ensemble de la scolarité sera plus importante. Enfin, faut pas que ça final. devienne un bac à la carte. Mais au contraire, ça va être le contraire. Mais ce sera à la carte sur le fond, mais ça l'est sur déjà, la le bac. notation. Oui, ça l'est Exactement. déjà, mais là, je pense Mais que ce ça va sera à la amplifier carte. les choses. Ce Donc, sera je suis le pas cas. certain que ce soit la meilleure solution. Mais Ce enfin, on verra sera à bien. la carte sur le fond, ce qui permet quand même aux gens de choisir ce qu'ils veulent étudier, en particulier pour la suite et pour les carrières qu'ils veulent faire ou les études qu'ils veulent faire. Mais sur la forme, sur la notation, on va noter sur la totalité de la scolarité. Ça va obliger les jeunes à s'investir un peu plus pendant leur scolarité et pas juste de bachoter à la fin pour essayer de l'avoir. Ça me paraît être au contraire bien. Et les jeunes l'ont compris. Les jeunes ont compris qu'ils auraient plus de marge de manœuvre. On verra aussi l'application de la nouvelle mesure avec le drapeau tricolore, le drapeau européen également, et les paroles de la Marseillaise en classe, en fait des symboles autour finalement de la nation, de la France. Ils existent partout ailleurs, pourquoi pas dans les classes? Jusqu'à présent, c'est un élément fondamental. Finalement, c'était un peu tabou jusqu'à présent. Oui, ça ne l'a pas toujours été. Non, mais ces dernières années, d'arborer le drapeau national, dès que vous l'arborez, on vous dit vous êtes extrême Rassemblement national. Oui, parce que je sais pas vous si à l'époque. Ça, c'est vrai, non, mais quand vous étiez gamin, je sais pas si vous chantiez la Marseillaise à l'école et si vous appreniez la Marseillaise. Mais moi, oui, pourtant on a le même âge. Vous étiez dans quelle école, dans quel coin? C'est incroyable. Non, mais nous on apprenait la Marseillaise à l'école, c'était pas un problème. On a les paroles, oui. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'avais 12 ans, mon père était expatrié. Nous avons vécu en Amérique latine, en Colombie. J'étais dans un lycée français. Et dans ce lycée français, tous les lundis matins, en uniforme bleu et gris, avec nos blazers, avec les armes du lycée français, et dans beaucoup de lycées français dans le monde entier, le lundi matin, il y a le lever des couleurs du pays qui est votre hôte, la Colombie pour moi, et puis les couleurs de la France que l'on lève. Tout le monde est donc est faut en faire la rang. même chose dans les écoles françaises. Et puis on chantait la Marseillaise, oui, et l'hymne colombien. Tout le monde trouve ça normal dans le reste du monde pour les lycées français, et on ne trouverait pas ça normal ici. En France, on ne va pas jusqu'à se mettre en rang et au garde à vous. Mais enfin, l'idée que notre Constitution
Constitution, par exemple, ou la Marseillaise, qui sont des éléments clés. La Constitution figure, par exemple, dans les commissariats de police ou dans les mairies. Bon, la Marseillaise, ses paroles ont du sens. Qu'on va les apprendre. Elles peuvent choquer les parents. Voilà. D'accord, très bien, mais c'est l'hymne national. Elles sont aussi violentes. Ah bah ça, donc certains vont vous dire que effectivement, c'est peut-être pas très bon d'apprendre la Marseillaise parce que les paroles sont violentes. Ben si, c'est ce que l'on entend dans la bouche de certains parents, etc. Très bien, c'est un débat, mais il faut changer à ce moment-là les paroles de la Marseillaise. On va pas changer les paroles de la Marseillaise. Moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, effectivement, que il y ait le respect du drapeau à l'école et que l'on apprenne évidemment la Marseillaise. Après, ça ne suffira pas. C'est très bien de dire aux enfants au plus jeune âge, il faut être fier d'être français, etc. Oui, mais c'est quoi les valeurs de la France derrière? Bien entendu. Et puis autre chose. C'est un cadre qui permet de sensibiliser à ça. Le cadre de la nation, c'est bien à l'école, mais si en dehors de l'école, c'est complètement, éparpillé, que ce cadre n'existe pas, etc. Bon, ça sera juste à l'école et quand on va sortir de l'école, il y aura plus cadre, c'est tout. Quand même, il y aura un signe fort, quoi. Non, mais il faut que ce soit général, quelque part. C'est ça le truc. Aujourd'hui, on sait très bien quand même que on a toujours ce vieux débat en France sur le fait de ne pas être fier d'être français, le fait de ne pas chanter la Marseillaise parce qu'elle est trop violente, etc., etc. D'ailleurs, on est plus français quand on est à l'étranger, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a quand même un peu de ça, que quand on est en France. C'est une réalité aussi. Oui, ça c'est l'autre côté un peu gaulois. La réalité, c'est que les gens n'ont pas de raison de se choquer du fait que ces symboles, qui nous paraissent tout à fait éminents par ailleurs, figurent au milieu de la classe, parce qu'il faut bien les apprendre à un moment donné. Autre sujet qui fait encore réagir ce matin dans l'actualité, c'est l'agression ce week-end samedi à Villeurbanne. Cet Afghan d'une trentaine d'années qui a été interpellé juste après. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu deux personnes qui sont intervenues, Abdelkader et Sofiane, pour l'arrêter, parce qu'on ne sait pas s'il ne serait pas allé plus loin. On rappelle quand même qu'il y a un mort et des blessés. Il y a 3 prénoms ce matin qu'on devrait avoir en tête. Il y a Timothy d'abord. Timothy, c'est le jeune de 19 ans qui a disparu. Pâtissier, jeune pâtissier qui... Il venait à un festival de musique et il se fait agresser et égorger. Timothy. Et puis il y a Sofiane, en effet, qui lui a fait un point de compression, qui a essayé de le sauver. Et puis, vous l'avez cité, Abdelkader. Et 2 de ses camarades de chauffeurs de bus aussi qui ont entouré... le couteau à la main, on voit ces images et ils lui ont évité de nuire davantage, 8 blessés quand même, graves et un mort. Donc on peut commencer par cet aspect. Et puis la ville de Villeurbanne qui s'est mobilisée. Alors après, je voudrais souligner un aspect et rendre hommage à des associations comme Aurore par exemple, qui pallient en ce moment le travail de la psychiatrie qui est en désuétude absolue. Le système sanitaire français en matière de psychiatrie plus de moyens pour ce système. En tout cas, il a d'énormes difficultés. Et cet agresseur, ce meurtrier, cet assassin, parce qu'il s'agit de ça, arrêtons de parler de suspect, il est plus suspect, on sait bien qui a fait quoi. Eh bien, il était suivi tant bien que mal, avec plus que des soupçons, une réalité de suivi psychiatrique. Et aujourd'hui, la psychiatrie française n'a pas les moyens de suivre, qu'ils soient étrangers, émigrés ou pas, des gens qui sont dangereux. Et c'est un vrai sujet. Et les médecins psychiatres le disent et font appel régulièrement au ministère de la Santé. Il y a les urgences, mais il y a aussi la psychiatrie. Christophe Bordet. Le problème par rapport à ça est même pire que ce que vous décrivez, puisque aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés, mis en prison et effectivement qui relèvent de la psychiatrie sont encore moins suivis que les autres. Parce que quand vous allez en prison, qu'est-ce que les médecins vous disent? Qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, donc ils donnent juste un cachet comme ça pour les calmer là sur le moment, et puis après, terminé, basta. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de traitement. Ça fait des années. Il y a des associations qui des années que ça dure. Moi, il y a 10 ans, je suis allé dans une prison pendant 2 jours pour voir comment ça se passait. C'était déjà le cas, et ça ne s'est pas arrangé. Mais ça, c'est une chose. Le vrai problème, le réel problème de tout ça, c'est quand même qu'on est face à un type qui est demandeur d'asile. C'est-à-dire qu'il a quand même obtenu, à un moment, il est rentré, il a obtenu des papiers, une carte de demandeur d'asile, il est allé en Italie, il est allé en Allemagne, il est revenu en France, il est allé en Norvège, etc. On se balade dans l'Europe comme dans un continent passoire, et finalement, je pense qu'il faut revoir les choses. Il n'y a pas d'autre solution. On peut toujours nous dire, comme vous le dites vous-même, Thierry, qu'il faut des frontières au niveau européen. Oui, à ce moment-là,
à ce moment-là, il faut que les gens soient contrôlés, comme dans d'autres pays, que les gens soient contrôlés réellement à l'entrée de ces frontières. Pendant 1 heure, on les interroge, on voit ce qu'ils ont dans le ventre ou pas dans le ventre, et puis on décide, oui ou non, de les accepter. Parce que sinon, mais ça va continuer comme ça, on ne s'en sortira jamais. Et peut-être même qu'il faut revenir à des frontières nationales à un moment parce qu'on n'aura pas le choix. Parce que le globi-boulga européen, ça ne marche pas en termes d'immigration. C'est une réalité. Je pense qu'il y a une part de caricature, même s'il y a une part de vrai. Je crois que pourquoi une puissance aussi considérable et aussi en capacité d'avoir des moyens technologiques et humains très professionnels et de haut niveau, pourquoi une puissance comme l'Europe ne serait pas capable un jour d'établir à ses frontières une réalité? Non, mais pas du tout. Il y a une capacité aujourd'hui à réaliser ce que par exemple les États-Unis ont réalisé. Aux États-Unis, quand on rentre dans la fédération... Mais c'est pas la même chose, vous savez bien. Eh bien on n'est pas capable de s'entendre sur rien. On s'entend sur rien. On va pas s'entendre sur ce sujet-là non. Mais ce n'est pas une caricature. Je suis désolé on a des problèmes pour s'entendre sur ce point, vous avez raison. Écoutez, à chaque fois qu'il y a des grands dossiers en Europe, à chaque fois ça ne marche pas. Vous le savez bien. Mais bien sûr que. Vous le savez bien, c'est une réalité. Mais non, on le vit au quotidien. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même toute une série d'agressions depuis maintenant 3 ans. Je mets à part les attentats du Bataclan, etc., mais des agressions individuelles à Marseille, à Lyon, déjà, enfin, et d'autres, et que par souvent, alors, soit des gens qui sont clandestins, soit demandeurs d'asile, soit d'autres agressions. Christophe a raison, c'est qu'on a une difficulté à avoir une véritable capacité à juger à l'entrée et à exiger à l'entrée dans l'Europe et à contrôler. On voit aussi des bandes. C'est la frontière de l'Europe qui est une passoire sur laquelle il faut aujourd'hui travailler. Oui, ça je suis d'accord. Il y a par exemple de jeunes migrants qui errent et qui il y a des cambriolages qui ont augmenté. C'est pas uniquement de leur fait, mais ça vient beaucoup de leur fait. On l'a vu à Nantes récemment, on l'a vu dans d'autres villes. Et les forces de l'ordre et la justice ont du mal à avoir un véritable contrôle sur tous ces gens. C'est difficile parce qu'ils ne sont pas tous référencés. Lui, par exemple, il n'était pas référencé, même si on savait... Il était comme malade et on aurait dû en faire. Ça fait combien de temps qu'on nous dit qu'on va renforcer cette fameuse police européenne aux frontières ? Ça fait combien de temps ? On les attend toujours. Ils sont où les renforts ? Il n'y a pas de renforts. Donc la réalité, c'est qu'on a la situation qu'on a aujourd'hui. Et c'est même pire que ça parce que on sent bien quand même que l'on n'a pas forcément envie de mettre les mots sur les faits. Parce que il est psychotique, il est malade. Non, j'ai dit il est fou. Il est fou. Un malade. Donc, ce n'est pas un acte terroriste. Voilà. Oui. Merci, au revoir. Un acte terroriste, ça c'est vrai sur la définition. Si Daesh avait repris la balle au bon, on aurait dit c'est terroriste. Oui. Non, mais on ne peut pas non plus derrière des gestes comme ça, malheureusement aussi terribles. Ceux qui ont agressé en France de la même manière, à chaque fois, étaient fous. Oui. Et pourtant, l'acte terroriste a été retenu. Quelle est la question ? Y a-t-il un tabou ou non ? Moi, je vais poser la question de cette façon. Y a-t-il un tabou ou non à désigner le fondamentalisme islamiste et ce qu'il inspire? Il y a un tabou. Je crois que ce tabou est en train de tomber depuis longtemps. Tout le monde sait. Faut-il rappeler le travail? Il y a encore visiblement des juges de gauche qui pensent pas ça. Les juges, c'est une chose, mais des consoeurs plutôt de centre-gauche comme Raphaël Baquet, Ariane Chemin ont écrit des livres sur la réalité, par exemple, de certains quartiers que tout le monde peut lire et pour lesquels elles ont été invitées ici même sur Sud Radio. On dit les choses dans ce pays, mais on essaye d'éviter d'être dans la nuance et d'éviter que ce soit l'amalgame partout. Quand Jean-Michel Blanquer rappelle que dans certains quartiers, en même temps les marche jeunes très bien, c'est vrai, vous avez entre raison. 3 et 6, mais parce que c'est la réalité humaine, c'est la vraie vie. Il faut arrêter de jeter l'anathème. Ne prenons pas de mesures sur rien, c'est pas grave. Pas du tout. Voilà. On prend des mesures, en l'occurrence, il y a des mesures qui sont prises contre cette réalité, mais nous sommes dans une démocratie et on ne fait pas intervenir comme ça la police n'importe où, n'importe comment, contrairement à ce que certains laissent entendre. Elle est encadrée, la police en France, par le droit. C'est plus facile d'intervenir sur les gilets jaunes que sur des terroristes, oui, ça c'est sûr. Merci Thierry Guerrier, Christophe Bordet et au 0826 300 300 il y avait aussi Frédéric Dabi tout à l'heure. Les débats se poursuivront tout à l'heure sur Sud Radio, notamment chez Valérie Expert entre 11h et midi. Et puis ce soir dans les vraies voix avec Christophe Bordet que l'on retrouvera de 17h à 20h. Et puis